À Bruxelles, bon, j'ai été élevée dans une famille très catholique. Je suis allée à l'école des sœurs. Dire que j'étais très disciplinée, c'est pas vrai. Mais enfin, quand même, j'étais au moins polie et gentille, mais les études, j'aimais pas tellement. Mais j'avais une tante très sévère parce que je vivais donc avec ma grand-mère et sa fille et qui n'était pas mariée, très sévère. Elle m'a dit, je veux que tu sortes la première de l'école. Bon, alors j'ai dû apprendre très bien. Et, et ma mère, malheureusement, venait me voir une fois par an quand elle venait en Europe. Et puis un beau jour, elle a décidé, elle a dit, ça va plus ça. Moi, je veux voir ma fille, je veux avoir mon enfant. Et alors, elle est venue travailler à Paris avec mon père. Mais bon, parce qu'elle ne voulait pas venir en Belgique. Voilà. Parce que la famille n'était pas très d'accord sur le mariage. Alors, bon, pour éviter tout conflit, mes parents se sont installés à Paris. Et là, ils ont fait venir leur fille. Alors, je suis arrivée chez des gens, dans le fond, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et c'est un peu dommage. J'avais du chagrin de quitter ma grand-mère et ma tante si sévère, mais c'était ma famille. Mais petit à petit, on s'y fait, surtout que c'était moins rigoureux, c'était moins strict. Chez mes parents, c'était une vie un peu plus agréable. Non seulement je sortais de l'école des sœurs, mais en plus, le dimanche, mais ma famille étant très catholique, le dimanche, j'allais à la messe le matin à 7 heures, messe à communion avec ma tante. À 10 heures, je retournais à la messe, à grand-messe avec ma grand-mère, parce que on pouvait pas, ça ne se faisait pas de laisser aller une vieille dame seule à la messe. À 4 heures, j'allais chausser d'Oivre dans une chapelle avec la grand-mère et la tante. Et le soir, j'allais au salut, qui s'appelle les Vêpres en France, et au salut ici, à Ixelles, et voilà ma journée d'enfant. C'était un peu dur. Je ne comprenais pas. Je comprenais pas ça. J'avais des petites copines qui allaient au théâtre, qui allaient, je sais pas, se promener sur le lac, et des choses comme ça. Et moi, non. C'était très rigide. Et puis, quand ma mère est partie, je vais vous dire que je pleurais. Parce que, évidemment, mes parents, c'était ma grand-mère. Ma tante, je ne connaissais pas autre chose. Quand ma mère et mon père ne venaient jamais me voir parce qu'il ne venait plus à Bruxelles. Mais ma mère, qui venait, je n'étais pas très enthousiaste, je ne les connaissais pas très fort. Et alors, finalement, je suis dû partir à Paris. Et là, j'ai dû refaire moi-même, j'ai psychologiquement me rendre compte que c'était une autre vie. Une vie plus luxueuse, une vie plus libre. C'est différent. Et j'ai commencé ma vie à Paris. J'ai commencé mes études à Paris. C'était pas facile non plus, parce que j'avais un accent, et on se moquait très fort de l'accent belge. J'avais cet accent. Et alors, en plus de ça, m'appelait Amanda, en appelant Amanda, comme on dit chez nous. C'était pas très beau, c'était lourd pour une fillette. Et voilà, j'ai fait mes études à Paris. Chez mes parents, c'était plus libre. C'était plus libre. Et je n'allais plus à l'école des sœurs, j'allais à l'école communale, comme tout le monde. J'allais pas au lycée, j'allais à l'école communale. Et là, j'ai pas eu beaucoup de chance à ce moment-là parce que j'avais probablement un petit accent belge, c'est exact. Et la professeure ne m'aimait pas beaucoup. Elle m'appelait la Boche du Nord. Vous comprenez que ça m'a heurté aussi parce que je suis d'une famille très patriote et ça m'a heurté. Moi qui revenais,
qui avait entendu tout ce qui s'était passé en 14-18 et tout ça. C'était ce qu'on racontait. Alors, ça me faisait très mal et j'ai dit, comme je suis une volontaire et pas têtue, mais volontaire, j'ai dit, toi, ma vieille, je vais t'avoir. Voilà. Et je suis sortie première de cours. Alors, j'ai eu mon premier grand examen, certificat d'études, avec mention bien, donc pour une étrangère. Hein, j'étais très contente. Vous savez, déjà, je sentais que j'étais une battante un peu ça. Je n'aimais pas les critiques. C'est pas bien, ça non plus, de ne pas aimer la critique. Mais je ne l'aimais pas. Je suis sûre que c'était injustifié. Mon accent, les Français ont aussi des accents. Dans toutes les provinces, il y a des accents. Et j'ai construit ma vie comme ça. Déjà, mes parents étaient très fiers de moi. J'avais 21 ans à ce moment-là. Mais pas alors là, le temps a passé, j'ai pris l'accent de Paris, et, pas parisien, mais l'accent français sans accent. Et j'ai réussi à parler sans accent. Mais et j'allais voir ma grand-mère quand même tous les ans, j'allais quand même lui dire bonjour. J'avais quand même un peu le chagrin de ne pas la voir souvent. C'est drôle, comme on ne se plaît pas dans un certain milieu, et puis quand on le quitte, on le regrette. C'est très drôle. Mais parce que c'était ma grand-mère, elle venait d'un autre coin, voilà. Elle était à Roulers pendant 14-18. Et vraiment, ils ont... Il y a bon, un oncle qui est militaire. C'est très patriote. Et vous savez qu'à Roulers, qui est un petit pays, toute petite ville de Belgique, l'occupation de 14-18 a été très dure, d'après ce que j'ai entendu. Très dure, très cruelle surtout. Donc le simple soldat était cruel. Alors c'est resté dans la famille, vous savez, l'Allemagne, on ne l'aimait pas. Hein. Mon professeur, elle était vexée, hein. Elle était très vexée. Enfin, j'avais lutté parce que je voulais vraiment gagner la partie. J'étais déjà un petit peu une battante, je voulais gagner la partie, voilà. C'est ça un peu. Un peu prétentieuse peut-être. J'ai continué mes études jusqu'à l'entrée à la Sorbonne. Parce que mon père étant dans les affaires, il me disait, ma fille n'a qu'à faire des études, elle pourra m'aider plus tard. Je n'aimais pas du tout, j'avais pas du tout envie de faire ça. J'avais déjà une autre idée, mais ça j'avais pas. Mais à l'époque, on obéissait, hein. Ce que le père disait, ce que la mère disait, comme étude, on disait c'est bon pour toi, ben on continue. Je voulais faire du cinéma technique, pas du cinéma comme acteur, mais comme dans le technique, ça s'appelait Scream Girl. Et comme j'avais une marraine américaine, elle m'expliquait très bien ce que ça voulait dire, Scream Girl. Et j'ai voulu faire ça, et j'ai fait comme ça des petits films comme figurante, et je regardais ce que la Scream Girl faisait. Je trouvais que c'était tout à fait dans mon tempérament de voir tout ce qui se passe autour et de noter. Je ne sais pas. C'était ça que je voulais faire. Et puis je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. La guerre est venue, je n'ai pas fait tout ça. Alors, arrive la guerre, tout est fermé. On écoutait la radio anglaise tout le temps pour savoir ce qui se passait. Et à un moment donné, mon père a dit, maintenant, ma mère, c'est ma mère qui l'a dit. Il a dit, maintenant, tu dois partir, les Allemands avancent, il faut partir. Et je suis partie en exode avec mon père. Et on a ramassé au cours de l'exode beaucoup de Belges qui étaient... Parce que la Belgique a été vite envahie. Alors, avec des soldats qu'on ramassait. Et mon père est parti avec 2-3 camions de la General Motors pour sauver. On a ramassé beaucoup de gens en cours de route. C'était très triste, l'exode, parce que on était bombardés continuellement. Et on est parti jusqu'à Limoges. Et on a attendu la fin de la guerre à Limoges. Il y avait un semblant de gouvernement belge. Tout de suite, mon père est allé déclarer qu'il était là avec sa fille. Mais il a dit, tout était bourré.
les hôtels, tout était plein. Et nous avions pu avoir un garage avec de la paille. Et moi, écoutez, je trouvais ça drôle quand même. Hein. J'étais pas encore, je me rendais pas compte ce que c'était une guerre. Il faut dire la vérité. Et, et là, quand même, se coucher dans la paille avec d'autres hommes, pas de femmes, mais il y avait ces militaires qui fuyaient aussi. Et mon père me protégeait très fort, évidemment, il avait charge d'âme. Mais il y avait une voisine, une dame du premier ou deuxième étage, je ne me rappelle plus, qui disait non, ça c'est pas possible, cette jeune fille qui reste là au milieu de tous ces hommes dans la paille, là ça va pas. Et elle m'a recueillie elle m'a recueillie dans sa chambre d'amis qu'elle avait. J'ai eu dans le fond un séjour beaucoup plus agréable chez elle, que j'ai revu d'ailleurs bien longtemps après. J'ai été la revoir pour la remercier. Vous savez, pendant l'Exode, on a beaucoup été bombardés. On se cachait on sautait des camions et on se mettait dans le bord de la route, dans le creux de la route, parce qu'on a été beaucoup bombardés. Et ça vraiment, pour une jeune fille, ça fait peur. Hein? C'est un enfant quand même encore. Et alors, on apprend quand même là, à Limoges, parce qu'il y avait déjà des départs en Angleterre, mais pas de femmes, pas d'hommes. Mon père aurait peut-être pu partir, il avait encore l'âge, mais il n'allait pas blessé. Alors, on a entendu la fin de la guerre. Malheureusement, toute une partie du pays était occupée. Bon, on s'est dit, on va rentrer quand même à la maison. Et ce qu'on a fait, on est rentré à la maison, on a retrouvé ma maman. Ma maman nous a expliqué ce qu'était la vie d'occupation. Plus de nourriture, extinction des feux à 10 h du soir jusqu'à 7 h du matin. Plus personne ne pouvait être dans les rues. Immédiatement, la nourriture a manqué. À Paris, la nourriture a fort manqué. À Bruxelles, j'ai appris que la nourriture n'a pas tellement manqué parce qu'il y avait eu cette fameuse rue des Radis où on vendait tout au marché noir et les gens, pour manger, ils vendaient leurs affaires. Mais à Paris, on a eu très difficile parce que Paris est entouré d'octrois. Donc on devait toujours passer par des octrois. Et on ne se fait pas passer par la campagne avec des ballots. Ce n'était pas possible, c'était trop lourd. Mais c'est comme ça qu'on a repris la guerre. C'est une déception énorme. Je sais que l'occupation, ma mère pleurait, on était vraiment comme les bannis de l'histoire. Vous savez, vraiment, on était très malheureux. Et puis la vie continue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère ne voulait pas voir sa fille de 14 ans qui se promenait dans les rues. Elle avait peur. Et alors, elle a dit, tu vas apprendre à faire quelque chose. Alors, on m'a mis dans un cours de dactylographie pour faire quelque chose. Alors, on m'a aussi mis à un cours. Je sais que je suis allée chez une grande modéliste pour faire des chapeaux. Des choses comme ça pour me garder, enfin, pour m'occuper, parce qu'elle avait peur. Elle avait très peur. Puis mon père, alors, nous sommes donc revenus. Moi, j'ai fait ce stage-là. Et mon père est retourné à l'usine de la General Motors. Et quand il est retourné, il a été excessivement bien reçu par un officier qui avait pris sa place, qui parlait très bien le français, très bien, et qui a dit, vous devez comprendre maintenant, monsieur Sassa, nous n'allons plus faire des voitures de luxe, mais nous allons faire des voitures pour l'armée allemande. Alors, mon père, qui a un petit peu mon caractère, ou moi le sien, je ne sais pas, il s'est levé et dit, je ne travaille pas pour les moches.
c'était ce qu'il ne fallait pas dire. Il fallait être plus diplomate. Il est sorti, il est rentré à la maison et il a dit à maman, prépare-moi une valise avec toutes sortes, donne-moi tout l'argent que tu possèdes parce que tu peux encore aller à la banque demain. Il dit, mais je dois me cacher, voilà ce que j'ai fait. Bon, imaginez-vous que déjà nous étions tous les trois un peu pris dans un piège, si je puis dire. Nous étions déjà un petit peu répertoriés et on a dit, mon Dieu, le père, où va-t-il aller? Et vous savez que je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mon père, qu'une seule fois. C'est-à-dire que mon père, alors, il est venu nous voir une fois en se cachant, et puis il est reparti. Et puis, je n'ai plus eu de ces nouvelles depuis. J'ai eu des nouvelles après, je vous raconterai si vous voulez savoir. C'est très triste, c'est-à-dire qu'il est venu, nous n'étions plus, il est venu à la maison, mais ma mère et moi, nous n'étions déjà plus là. Et, il a vu son chien, et son chien a sauté sur lui, et heureux de le revoir. Et la concierge a annoncé la triste nouvelle que nous étions arrêtés toutes les deux. Et le chien est parti chez la voisine à côté, au numéro 4 de la rue. Et lui, il court derrière son chien, parce qu'il voudrait bien le revoir, son chien, il court derrière son chien. Et il rentre au numéro 4, et là, on venait d'arrêter le concierge et son fils. La Gestapo allemande française venait arrêter le concierge et son fils. Et son fils était un camarade de classe à moi. Et depuis, je n'ai plus eu de nouvelles de mon père. Plus jamais. À côté de ma rue, il y avait un bistrot qui faisait le coin, et c'est un copain de classe et tout ça, on se retrouvait à ce bistrot. On se retrouvait aussi à l'église Saint-Ferdinand, parce que ma mère voulait quand même que j'aille à l'église tous les dimanches. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse. Et je suis allée pour lui faire plaisir, et on se retrouvait là, toute la bande de garçons-filles. On était vraiment furieux de l'occupation, parce que les garçons, ils devaient descendre du trottoir quand un officier passait. On était choqués de ça. Et le garçon, il ne voulait pas le faire au départ, mais pour éviter les ennuis, il le faisait. Mais ils ont commencé comme ça à Paris, mais ça s'est tassé après, parce que je crois que le commandant commandant allemand qui commandait la place de Paris est amoureux de Paris. Et il a été plus tolérant. Parce que Paris aurait dû être complètement bombardé, mais il a un peu protégé Paris pour son compte personnel, mais il l'a protégé. Il faut quand même citer ça. Mais nous, les copains, les copines, on dit, écoute, nos parents, ils font rien. Ils ne savent plus rien faire, ils sont trop vieux. Vous vous rendez compte? On n'était pas très gentils. Hein? Mais nous, on doit faire quelque chose. C'est pas possible, on doit faire quelque chose. Et alors, moi, je suis rentrée dans le jeune homme qui a été arrêté, dont je vous ai dit avant, il m'avait demandé de l'aider. C'était de passer dans une petite mallette la mitraillette Ken. Mais moi, je ne savais pas ce qu'il y avait. Vous voyez, l'innocence quand même, la bêtise. Je ne l'ai jamais demandé ce qu'il y avait dans cette petite valette. Et alors, j'habitais près de l'Étoile, à Paris, et j'allais jusqu'à la Bastille en métro avec ça. Et je ne demandais pas ce qu'il y avait dedans. Et là, à un certain endroit, on venait me chercher ma valette, et je repartais sans. Et j'ai fait ça pendant un an, presque un an. Mais à un moment donné, j'ai quand même demandé à mon copain, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Vous voyez, quand on est jeune, on fait des bêtises. Et il me dit, ben voilà, c'est une miniature de mitraillette. Oh, je dis non, ça, trimballer des armes, je ne le fais pas. Oh, je ne fais plus, je ne fais plus, je ne fais plus. Je n'ai plus voulu faire, j'ai vraiment plus voulu faire ça. Alors, bon, ben, la chose, tout évolue. J'apprends
Donc je me dis non, d'abord, je n'ai plus voulu faire ça. Et puis j'ai eu peur, j'ai dit, je vais peut-être être dénoncée, on ne sait jamais. Alors j'ai dit à ma mère, il faut que nous nous séparions pour que toi, de ton côté, moi je vais aller vivre à l'Étoile, je connais un petit hôtel et je vais aller vivre là-bas. Parce que au moins il y en a une qui sera sauvée. Et ma mère me dit, mais pourquoi? Et alors elle me dit, écoute, tu fais ce que tu veux, tu y vas. Mais je venais tous les jours chez elle, évidemment. Et un jour, j'arrive chez elle et je l'entends qu'elle pousse des gens vers l'escalier de service et qu'elle parle anglais. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Et je vais, j'appelle maman, je dis, maman, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ne bouge pas, reste là. Et puis elle vient vers moi et elle se met à pleurer. Bon. Elle me dit, ce sont des Américains, elle dit, et on les cache dans les mansardes de l'étage. Je dis, mais maman, c'est dangereux. Mais justement, et ce sont des Américains, et puis j'héberge des gens, des Juifs aussi, qui doivent se cacher, et je fais ça pour un groupe de résistance. Je dis, un groupe de résistance, tu travailles pour la résistance? Ben, oui, mais tu n'en parles à personne, surtout. Tu n'en parles à personne. Ben, écoute, je vais te dire la vérité, je viens de rompre ce que j'ai fait. Je lui explique. Et alors, je dis, je préfère sauver des vies humaines que sauver des mitraillettes. Je dis, hein. Alors, je dis, j'aimerais bien que tu me présentes à ton chef. Mais non, c'est pas à toi de faire ça, c'est pas à toi de faire ça, t'es trop jeune. Je dis, je voudrais voir ton chef. Et je l'ai vu. Il m'a d'ailleurs très mal reçu parce que j'étais trop jeune. Il croyait trop jeune et une jeune fille un peu coquette peut-être, je ne sais pas. Il ne m'a pas très bien reçu. J'étais vraiment très triste. J'ai dit, oh là là, on sous-estime, on croit que je fais ça pour jouer ou quoi, je ne sais pas. Et il est revenu le lendemain et il m'a dit, bah, ok, voilà, tu rentres dans mon réseau et voilà, et tu t'appelleras désormais Diane. Pour le réseau, tu es le guide, tu vas aller chercher des aviateurs qui sont tombés dans les champs et leur avion a été descendu. Et tu dois être là avant les Allemands pour le prendre et pour les cacher dans certains endroits que je te dirai. Et, et alors, tu les reconduiras le plus loin possible en France pour qu'ils puissent reprendre un avion dans le sud de la France pour repartir en Angleterre. J'étais ravie.